François Fillon, vous êtes le Benjamin de la nouvelle Assemblée, puisque vous avez 27 ans, vous avez été élu député de la 4e circonscription de la Sarthe, et dès le premier tour, vous remplacez donc Joël Le Teul, avec qui vous avez fait les débuts de votre carrière, avant la disparition de l'ancien ministre. Vous êtes allé, vous, au Palais Bourbon dès la semaine dernière, puisque élu au premier tour. Nous allons revenir, si vous le voulez, sur la campagne. Qu'est-ce que ça peut apporter, la campagne, à un jeune comme vous ? Vous savez, une campagne électorale, c'est un moment privilégié de contact avec une circonscription, mais c'est aussi un peu une période irréelle. Vous avez beaucoup d'amis qui surgissent de partout pour vous aider. Vous avez des thèmes à défendre sous les préaux d'école. C'est quelque chose d'irréel et c'est en même temps un des temps les plus forts de la vie politique. Et puis alors, il y a le fait que vous êtes député de l'opposition. Alors, est-ce que c'est facile pour un jeune député d'entrer à l'Assemblée nationale dans l'opposition, ou est-ce que c'est moins facile que si vous étiez encore dans la majorité ? Enfin, d'abord, c'est une question à laquelle je pourrais répondre dans quelques jours, parce que j'ai pas fait ma rentrée encore à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous regrettez d'entrer tout de suite comme ça dans l'opposition au lieu d'entrer ? Comme membre du RPR, je regrette bien sûr que nous n'ayons pas le pouvoir, mais je crois que pour un jeune de mon âge, c'est une période exceptionnelle et que je vais pouvoir, je dirais, me faire les dents à la lutte politique dans les rangs de l'opposition. Alors, quelle place pensez-vous tenir parmi les ténors du RPR ? Place modeste, certainement. J'ai l'intention de... Ça ne vous donne pas le trac un petit peu de travailler à côté de Jacques Chirac, M. Messmer, M. Couve de Murville ? Je crois que chacun a sa place. Moi, j'apporterai mon inexpérience et eux leur expérience, mais j'apporte aussi une façon nouvelle de voir les choses et j'ai bien l'intention de prendre ma part de responsabilité, modeste, mais... Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement dans cette Assemblée ? Voter des lois ? Si on nous en propose qui correspondent à nos souhaits, bien sûr, et puis assurer la fonction de contrôle, qui est la fonction normale d'un parlementaire, et en particulier dans le domaine de la défense, qui est celui qui m'a toujours le plus intéressé. Vous aimeriez participer à une commission de la défense ? Tout à fait, oui. Alors, député, pour vous, c'est quoi ? C'est une profession comme une autre, c'est faire un métier ou c'est une vocation ? Je crois qu'aucun des deux termes ne convient. Ce sont les circonstances qui vous amènent à entrer dans l'arène politique. Il y a un aspect professionnel, il y a un aspect vocation. Il n'y a pas de définition. Le premier jour, vous allez être assis, je crois, près de Marcel Dassault, puisque c'est lui le doyen. Tout à fait, oui. C'est peut-être un petit peu impressionnant, comme ça, de se retrouver le plus jeune près du doyen. Je crois que c'est ce qui est le plus impressionnant, le plus intimidant. Alors, la vie de député en province, c'est les préaux, vous l'avez dit tout à l'heure, ça va être aussi le bal des pompiers, tout ça. Ça va changer votre vie, j'imagine. Oui, ça c'est l'aspect que je ne connaissais pas. Je traitais les dossiers dans le passé. Aujourd'hui, il y a cette fonction de représentation. Mais vous savez, elle est passionnante parce qu'elle donne le contact direct avec les habitants d'une région. Et c'est là que vous pouvez vous rendre compte des problèmes et de la façon dont vous pouvez les résoudre. Une dernière question, François Fillon. Vous allez être quelqu'un qui va défendre des grandes options sur le plan national, ou alors vous vous sentez à l'Assemblée nationale là pour défendre vos concitoyens, ceux de votre ville, ceux de vos villages ? Je crois que les deux sont indissociables, mais les dossiers économiques de ma région sont ceux qui passeront en priorité. Merci François Fillon. Le député de la 4e circonscription de la Sarthe, c'est François Fillon, qui sera le Benjamin de l'Assemblée nationale, le plus jeune député de France en sorte. François Fillon, RPR, est âgé de 27 ans seulement. Il succède à Joël Le Teul, dont il fut l'assistant parlementaire. Le RPR, François Fillon, avec 50,1% des suffrages, a été élu au premier tour. Le tout jeune député est titulaire d'une licence en droit, il est diplômé de l'Institut d'études politiques. François Fillon a commencé sa carrière politique comme attaché parlementaire à Sablé-sur-Sarthe, cette ville où nous le retrouvons. François Fillon, si je vous avais dit il y a 2-3 ans que vous seriez aujourd'hui le plus jeune député de France, est-ce que vous m'auriez cru? Non, certainement pas. Je ne m'attendais pas du tout à être élu député à 27 ans. J'étais dans l'ombre de Joël Le Teul depuis 5 ans, puisque j'étais son collaborateur chargé des dossiers sarthois en particulier. Et j'espérais bien être ce collaborateur pendant encore de longues années. C'est donc pour moi une situation nouvelle et une surprise.
La carrière politique de François Fillon est étroitement liée à Joël Le Teul. De 1976 à 1978, il fut son assistant parlementaire avant de le suivre durant 2 ans au ministère des Transports et de la Défense comme chargé de mission à son cabinet. Devenu à 27 ans le Benjamin de l'Assemblée, il succède dès le premier tour à Joël Le Teul dans sa circonscription. Après une vie politique vieille de 4 mois, durant laquelle il accède au Conseil général de la Sarthe et à la mairie de Sablé comme adjoint au maire, François Fillon, qui s'orientait vers le journalisme, est conscient de la difficulté d'assumer l'héritage d'un homme qui a profondément marqué la vie politique de la région. Et il faut que, bien sûr, nous poursuivions ce qu'il a entrepris, mais avec ma personnalité, qui n'est pas la sienne, et avec mon expérience, ou mon inexpérience plutôt. Il faut donc que les électeurs le comprennent, mais je crois que ça, c'est une chose qui se fera facilement. Les sages du Palais Royal ont déclaré non conforme à la Constitution la loi adoptée il y a tout juste 15 jours, loi qui permettait de développer l'autonomie des universités. Autrement dit, retour à la case départ, la loi Savary de 1984. Précision avec Florence Bouquilla. La loi autorisait les universités à ne pas respecter la loi. Une astuce que le Conseil constitutionnel n'a pas admis. Selon cette loi, si elle le désirait, universités et grandes écoles pouvaient changer de statut, organiser différemment leur présidence, conseil d'administration, régime financier, jusqu'à devenir autonomes. Et seul le ministre de tutelle pouvait leur opposer son veto. Or, selon le Conseil constitutionnel, il appartient au Parlement et à lui seul de fixer les règles des établissements publics. Pas question donc pour le gouvernement de faire des expériences. Nous pensions que les universités sont toutes très différentes les unes des autres et que chaque université, volontaire pour le faire, allait pouvoir mener à bien des expérimentations dans le domaine pédagogique, dans le domaine du financement, dans le domaine du mode de direction des universités, et que nous prendrions appui sur ces expériences pour montrer à la communauté universitaire les possibilités d'évolution. Déçu, le gouvernement aurait en fait voulu élargir les dérogations déjà prévues par la loi Lang de juillet dernier. Mais à l'époque, le Conseil constitutionnel n'avait pas été saisi. Aujourd'hui, les syndicats universitaires sont satisfaits de voir cette loi jugée non conforme à la Constitution. Nous étions contre parce qu'elle remet en cause en fait l'esprit de service public de l'enseignement supérieur. Elle mettait en cause le caractère national des diplômes. Les 7 expériences de nouvelles universités qui existent déjà ne seront donc pas prolongées au-delà de 1994. C'est ce que prévoyait la loi Lang. Mais dans un sursaut de fierté, le gouvernement annonce qu'il s'attaquera à une profonde réforme universitaire en 1995, si les échéances présidentielles le lui permettent. Vous l'avez entendu, ces étudiants manifestaient notamment contre les propositions développées dans le rapport Laurent sur la rénovation des universités. Un rapport qui devait être présenté officiellement aujourd'hui par François Fillon, le ministre de l'Enseignement supérieur. Mais apparemment, ce rapport risque fort de tomber aux oubliettes de l'histoire. François Fillon, interrogé par Chantal Kimerlin. Tout le monde reconnaît en privé dans la communauté universitaire qu'il faut faire évoluer les structures de l'université. On a aujourd'hui l'occasion de dire, à l'occasion d'une élection présidentielle, comment elles doivent évoluer. C'est un rapport qui n'engage pas le gouvernement, qui est destiné à ouvrir un débat, qu'on le lise et qu'on le critique. Est-ce que ça ne veut pas dire que vous prenez certaines distances par rapport à ce rapport Laurent? Mais bien sûr, puisque si j'avais voulu proposer une politique de réforme universitaire qui soit celle du gouvernement, je n'aurais pas demandé à M. Laurent de le faire à ma place. J'aurais fait des propositions. Le gouvernement n'a jamais dit qu'il allait augmenter les droits d'inscription. Il a confié à M. Laurent et à des hommes et des femmes de gauche comme de droite le soin de faire des propositions sur l'avenir de l'université. Si la communauté universitaire est unanime contre l'augmentation des droits d'étudiants, des droits d'inscription, il n'y aura pas d'augmentation des droits d'inscription. Je remarque que les présidents d'université, eux, réclament aussi cette augmentation des droits d'inscription, au moins pour les étudiants qui ont des moyens financiers qui leur permettent de le faire. Alors la question est posée, ouvrons le débat. En refusant de débattre et en caricaturant le rapport Laurent, les organisations qui le font ne rendent pas service à l'université parce qu'ils prônent en réalité l'immobilisme. Quand Olivier Guichard, lors d'une inauguration prétexte, rencontre le 23 janvier 1998 à Sablé le premier magistrat de la ville, il y a là comme un parfum de passage de témoin. Pour François Fillon, qui est en quelque sorte intronisé dauphin du patron des Pays de la Loire, qu'il est à la fois long et sans faille,
le chemin parcouru depuis son premier mandat de conseiller municipal sabolien. Lorsque Joël Leutol est décédé en 1980 et que les habitants, enfin les élus de Sablé sont venus me demander de me présenter aux élections municipales, je suis tombé des nues. J'ai réfléchi 48 heures et j'ai fait un choix qui a conditionné le reste de mon existence. En 1976 déjà, il est attaché parlementaire de Joël Leutol. Il gravit ensuite rapidement les échelons de la politique sartoise et nationale. 81, l'enfant du pays devient au moment de l'arrivée de Mitterrand au pouvoir le Benjamin de l'Assemblée nationale à 27 ans avec des idées bien arrêtées. Nous avons toujours voulu nous adresser à toute la France et à toutes ses composantes. Et je crois que de ce point de vue-là, il est juste de dire que le gaullisme n'est ni de gauche ni de droite. 92, le député maire de Sablé prend d'assaut la présidence du Conseil général de la Sarthe. Puis dans la foulée devient en 93 et 95 ministre des gouvernements Balladur et Juppé. Ce professionnel de la politique n'a guère eu le temps depuis d'exercer ses passions. La course à pied, le vélo de montagne, l'alpinisme, le ski. Mais je reconnais qu'avec le temps qui passe, mes performances ne s'améliorent pas. Et pour cet homme pressé qui s'est lié d'une amitié indéfectible pour Philippe Séguin, la politique revient vite à la une. Le bouleversement du calendrier électoral apporté par les législatives anticipées n'a pas encore fini de produire des effets. Il est incontestable que si les élections législatives avaient eu lieu à leur date, les choses auraient sans doute été différentes. Même si les conséquences de cette dissolution, dont on n'a pas fini de parler, lui trottent toujours dans la tête, une chose est sûre, pour reconquérir le pouvoir, François Fillon n'est pas prêt à vendre son âme pour des alliances contre nature. François Fillon, bonsoir. Bonsoir. Alors, qui allez-vous soutenir ? Écoutez, ce premier tour n'a rien réglé en réalité. Car les deux candidats qui se retrouvent au second tour sont justement les deux candidats qui avaient choisi de ne pas trancher la question fondamentale de la ligne politique du RPR. Est-ce que nous sommes une formation libérale et centriste, une sorte de CDU à la française, ou est-ce que nous sommes au contraire un parti républicain et social ? Et moi, avec 25% des électeurs, j'entends maintenant continuer le combat pour que le RPR affirme son identité républicaine et sociale et surtout pour qu'il se réconcilie avec Charles Pasqua. Parce que je pense que la famille gaulliste ne peut pas rester divisée. Alors évidemment, il faut choisir. Et j'ai reçu les deux candidats, je les ai écoutés et j'ai choisi d'apporter mon soutien à Michèle Alliot-Marie. Bon. Pourquoi ? Je l'ai fait pour deux raisons. D'abord parce qu'elle est moderne, parce que c'est une femme. Non, d'abord parce que c'est elle qui m'a donné le plus de garanties que la sensibilité que je représente serait entendue et serait à sa place au cœur du mouvement. Et puis ensuite parce que c'est vrai qu'elle incarne plus le renouvellement, plus la modernité, et qu'elle me semble plus apte à continuer l'effort de démocratisation, de rénovation que Philippe Séguin avait commencé et dont ce premier tour a été une très belle illustration. Alors, clairement, François Fillon, Jean-Paul Delevoye, on dit que c'était le candidat de Jacques Chirac qui l'Élysée. Donc vous n'avez pas voulu choisir le candidat de Jacques Chirac. Je crois que tous ceux qui ont voulu mouiller le président de la République dans cette élection lui ont rendu un mauvais service. La vérité, c'est que tous les militants du RPR soutiennent... C'était le candidat de Jacques Chirac, Jean-Paul Delevoye, non ? C'était en tout cas ce qu'affirmait son entourage. Tous les militants que j'ai rencontrés pendant cette campagne soutiennent le président de la République. Simplement, beaucoup d'entre eux pensent que la gestion de la cohabitation, et en particulier la place du RPR pendant cette cohabitation, n'a pas été celle qu'elle aurait dû être. Pendant la campagne, vous avez notamment déclaré, je crois que c'est au Télégramme de Brest, mes concurrents proposent des recettes de cuisine. Alors vous allez quand même rentrer dans la cuisine. Eh bien, je vais faire rentrer dans la cuisine pour faire entendre ma voix, pour défendre mes idées, pour défendre mes convictions. Opinion de vos concurrents, quand même. Je trouve que la campagne qu'ils ont fait l'un et l'autre était une campagne qui portait plus sur l'organisation du mouvement que sur les débats de fond. Mais quand vous avez dit aussi je gagnerai si le RPR veut changer, vous avez le sentiment qu'il ne veut pas vraiment changer. J'ai le sentiment qu'il n'y a qu'un quart des militants qui veulent vraiment changer. Et aujourd'hui, pour moi, le pari, c'est d'essayer d'en convaincre d'autres. Alors, par exemple, vous avez demandé une procédure interne contre Jean Tibéry. Est-ce que vous pensez que Michèle Alliot-Marie va vous suivre ? Je pense que Michèle Alliot-Marie devra, si elle est élue, régler cette question dans un délai très court, parce qu'elle pèse sur l'avenir du RPR lourdement. Vous êtes prononcé contre le projet de révision constitutionnelle du Conseil supérieur de la magistrature. Vous pensez que Michèle Alliot-Marie vous suivra et donc sera en désaccord avec Jacques Chirac ? En tout cas, moi, je défendrai la position qui est la mienne et j'essaierai de la faire partager au plus grand nombre. Ouais. Je pense que cette réforme est une mauvaise réforme qui est contraire à l'esprit même de nos institutions. Comment vous allez faire pour rester au RPR ? Vous vous sentez
été proche de Charles Pasqua, vous êtes un fidèle de Philippe Séguin, et vous allez avec des gens qui ne sont pas franchement sur vos idées. Je vous fais remarquer d'abord que Philippe Séguin est toujours au RPR, Oui. et que nous pensons toujours qu'il est possible Qu'il revienne. d'opérer... Non, il est toujours au RPR. Oui, Philippe mais qu'il Séguin. revienne à la responsabilité du RPR un jour? Non, je crois que c'est pas le sujet. Aujourd'hui, il a d'autres réflexions et d'autres ambitions, mais il est toujours au RPR. Il inspire toujours une bonne partie du courant de pensée que j'ai essayé de représenter dans cette élection. Et moi, je crois encore à la possibilité de refaire du RPR cette formation républicaine et sociale que j'évoquais tout à l'heure. Je n'ai pas pu obtenir la majorité des militants. Je continue le combat. Mais François Fillon, vous êtes favorable à des accords électoraux avec le RPF? Oui, je suis favorable à des accords électoraux avec le RPF, car je ne vois pas comment nous pourrions rejeter Charles Pasqua, qui était encore il y a 6 mois dans nos rangs, au profit, par exemple, d'accords électoraux avec l'UDF, qui sont finalement plus éloignés de nous. Alors en fait, avec Patrick Devedjian, avec les voix que vous représentez, Michèle Alliot-Marie est maintenant quasiment assurée de devenir présidente du RPR. Si elle est élue, considérez-vous, après tout ce qu'on a dit, que c'est un désaveu pour Jacques Chirac? Je crois que tous ceux qui, encore une fois, ont voulu donner une signification à cette élection par rapport au président de la République se sont trompés. En vérité, la signification profonde de cette élection, ce sera quand même le choix des militants d'une certaine autonomie par rapport aux entourages. Ils n'ont pas aimé qu'on leur confisque la démocratie. C'est la première fois qu'il y avait un vrai débat au sein du RPR et on a voulu leur imposer un candidat. Ils ne se sont pas laissés impressionner. Merci François Fillon. Les 35 heures feront l'objet d'un véritable réaménagement. L'assouplissement est inscrit dans les projets du gouvernement et François Fillon présentait aujourd'hui au syndicat les premières grandes ébauches qui apportent un certain nombre de modifications sur le régime des heures supplémentaires. Les syndicats se disent déçus. Le projet sera examiné par l'Assemblée au début du mois prochain. François Baudonnet tente de nous en tracer les grandes lignes. Augmenter le nombre d'heures supplémentaires et diminuer le repos compensateur sans que cela coûte trop cher aux entreprises, voilà l'objectif affiché par le gouvernement Raffarin. Dès le mois d'octobre, un décret va faire passer le plafond d'heures supplémentaires de 130 à 180 heures par an. Vous pourrez travailler 39 heures par semaine en moyenne, dont 4 en heures supplémentaires. Ce contingent d'heures pourra même être augmenté si les partenaires sociaux signent un accord de branche. Pour le paiement des heures supplémentaires, si vous êtes dans une entreprise de moins de 20 personnes, les 4 premières heures seront payées 10% de plus qu'une heure normale. Dans les autres entreprises, ce taux sera compris entre 10 et 25% et ce sera à la négociation entre patrons et syndicats de le déterminer. Enfin, le paiement sous forme de repos pour les 4 premières heures est supprimé. Jusqu'à présent, au contraire, il était obligatoire. Ces heures seront donc tout simplement rémunérées. En politique, on retiendra l'alliance ouverte de Nicolas Sarkozy et de François Fillon, deux hommes qui n'ont pas toujours été d'accord. La campagne pour la présidence de l'UMP les a réunis. Vraisemblablement, François Fillon devrait être un nouvel acteur au sein du parti lorsque Nicolas Sarkozy en prendra la présidence. Michael Darmon. Un député UMP doit savoir tout faire et surtout chauffer la salle d'un parti convalescent. Mais là, le public est conquis d'avance par l'affiche du jour. Nicolas Sarkozy, toujours dans le geste, et François Fillon, toujours aussi british, sur une même scène. Ça vous exalte, le député Yves Fromion. Et c'est le cadeau qu'il vous offre. Merci, merci à tous les deux. Prenez ces mains qui se tendent vers vous, parce que c'est le gaz. François, le gaulliste social, et Nicolas, le libéral pragmatique, se sont rapprochés pour cause de conquête à l'UMP. Entre les deux, l'âge de guerre est enterré. Et nous nous sommes même parfois heurtés sans indulgence. Pour tout dire, lui c'est Nicolas et moi c'est François. Mais je veux vous dire qu'il est rassurant de voir que le futur président de l'UMP ne s'entoure pas de sosies et d'obligés. Déjà considéré comme le président de l'UMP, Nicolas Sarkozy a lui exposé sa vision d'un parti indocile, c'est-à-dire à son image. Parlez franchement. Ne me demandez pas de rentrer dans le rang tout comme tant d'autres, parce que ça, c'est pas possible. Ne me demandez pas de moins aimer la politique, parce que la politique, je ne l'ai pas choisie. C'est elle qui est venue me chercher. C'est pas ma faute. Je l'ai par toutes les fibres de ma peau. L'UMP sera pour Nicolas Sarkozy son laboratoire, son observatoire et, si besoin, sa plateforme de tir. Voilà, dans un instant, on sera en ligne avec Dijon où Nicolas Sarkozy tient son premier meeting de deuxième tour, de la campagne du deuxième tour. Avec nous, François Fillon, je le disais, qu'on présente parfois comme le possible Premier ministre de Nicolas Sarkozy en cas de victoire. Qu'est-ce qui doit changer dans son discours après ce premier tour, François Fillon ?
Il faut que Nicolas Sarkozy s'adresse à tous les Français. Il n'y a pas, j'entendais tout à l'heure dire sur votre antenne, François Bayrou détient la clé de cette élection. Non, dans une élection présidentielle, il n'y a pas des Français dictés UDF, de gauche. Il faut que Nicolas Sarkozy parle à tous les Français. Il va le faire, et il va le faire avec le projet qui est le sien. Sans modifier les orientations de ce projet, parce que ça ne serait pas honnête, ça ne serait pas moral vis-à-vis des Français. En quoi y aurait-il un changement alors? Il va montrer d'abord que dans son projet, vous savez, il y a une simplification au premier tour. Elle est d'autant plus forte qu'il y a eu un matraquage un peu dur des autres candidats contre Nicolas Sarkozy. Donc il va montrer qu'il y a beaucoup de choses dans son projet qui correspondent à des engagements qui étaient pris par François Bayrou, sur la modernisation des institutions, sur des réformes à caractère économique ou à caractère social. Il y a beaucoup de choses qui reprennent les mêmes idées. Est-ce qu'on peut résumer ça en disant, pour le premier tour, il est allé sur les terres de Jean-Marie Le Pen, de retrouver ses électeurs. Pour le deuxième tour, il va aller sur les terres de François Bayrou. Parce que son projet sera le même. Et vous verrez que vous ne trouverez pas de choses nouvelles dans le projet de Nicolas Sarkozy. Il ne va pas inventer des idées nouvelles qui ne seraient pas des idées qui correspondraient à ses engagements, au travail que nous avons fait pendant 2 ans pour essayer de réfléchir à la manière de sortir la France de la crise. Simplement, il va rassembler sur son projet, et vous verrez que son projet répond à beaucoup d'attentes des Français, qui soient de gauche d'ailleurs, ou qui soient du centre. Depuis 3 ans, il ne se quitte plus. François Fillon, ex-ministre débarqué du gouvernement Raffarin, fait aujourd'hui figure de favori pour Matignon, même s'il s'en défend. Est-ce que vous vous préparez à exercer cette fonction? Non, vous pouvez me poser la question dans tous les sens, vous n'aurez pas de réponse. Vous ne vous préparez pas? Non, c'est pas que je ne me prépare pas, c'est que il ne faut pas qu'on mélange les étapes. Autre hypothèse, mais cette fois moins probable, Jean-Louis Borloo. 15 ministres, une promesse de parité égale forte concurrence. À l'heure du choix, il y a les anciens, Michel Alliot-Marie, Alain Juppé et peut-être aussi Michel Barnier. Circulent les noms des fidèles comme Brice Hortefeux ou Patrick Devedjian. Parmi les jeunes qui montent, Xavier Bertrand, Rachida Dati, ancien porte-parole pendant la campagne. Les secrétaires d'État seront nommés après les législatives et pourraient compter Valérie Pécresse ou Nathalie Kosciusko-Morizet. Nicolas Sarkozy veut une ouverture. Vers le centre, il s'intéresse aux UDF Maurice Leroy ou Christian Blanc, et vers la gauche, aux socialistes Jean-Marie Bockel. Depuis ce matin, un nouvel homme accepte bien volontiers d'entrer à l'Élysée. Claude Guéant, ancien directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, serait très heureux de devenir le secrétaire général. Il pourrait ainsi rester dans l'ombre de son patron, devenu président. Rapide et sans chaleur, la passation de pouvoir entre Dominique de Villepin et François Fillon s'est réduite au minimum ce matin à l'hôtel Matignon. Le sénateur de la Sarthe, désormais Premier ministre, a pris ses fonctions avant de retrouver Nicolas Sarkozy pour un footing au Bois de Boulogne. Sandrine Rigaud. C'est à pied et sous une pluie fine que François Fillon arrive à Matignon. Il est à peine plus de 11 heures. Juste derrière lui, son épouse Pénélope. Tapis rouge et garde républicaine pour le protocole, sourire, poignée de main et embrassade pour les caméras. Sur la veste de Madame de Villepin, une inscription en forme de clin d'œil que l'on peut lire de près. Adios, bye bye, ciao ciao et salut. À l'intérieur, les 2 hommes qui ne s'apprécient guère se retirent pour un tête-à-tête d'une demi-heure. Et à la sortie, 2 déclarations polies et républicaines. Je voudrais bien sûr également souhaiter bonne chance à François Fillon. Lui dire mon espoir et ma confiance. Il a tous les atouts pour réussir au service de notre pays. Merci François et bonne chance. Pendant plus de 2 ans, vous avez dirigé le gouvernement de notre pays avec un style, une passion et un engagement qui ont marqué les Français. Je respecterai tous les engagements que nous avons pris parce que la rénovation de la vie politique est à ce prix. Applaudissements du personnel de Matignon. Après avoir passé 23 mois ici, Dominique de Villepin et son épouse quittent définitivement les lieux. 2 heures à peine après cette passation de pouvoir, scène beaucoup moins protocolaire dans le Bois de Boulogne. Nicolas Sarkozy et François Fillon côte à côte en plein jogging. Une façon d'afficher leur complicité et de faire passer un message. Les temps changent.
Aucun doute là-dessus. Félicitations de Gérard Roltz qui habite le quartier. Et séance photo pour terminer. Le nouveau président ne perd pas une seconde pour imposer son style. Il faisait l'objet de discussions, de négociations depuis maintenant plusieurs jours en coulisses. Le président de la République avait annoncé qu'il souhaitait, je cite, la meilleure équipe de France pour son gouvernement. Eh bien, on en connaît désormais la composition. 15 ministres, 7 femmes, 8 hommes, dont un socialiste et un centriste. On y retrouve 2 engagements, la parité et l'ouverture. Javi Timbert. Et voici le gouvernement Fillon 1. Le Premier ministre est en face du président Sarkozy, lequel est entouré par 2 habitués du salon Murat, siège du Conseil des ministres, Michel Alliot-Marie et Alain Juppé. Alain Juppé, le numéro 2 de ce gouvernement. Écologie, développement, aménagement durable, le fameux super ministère imaginé par Nicolas Hulot. Alain Juppé, sensibilisé à l'écologie au Canada, se voit bien en Al Gore français. Jean-Louis Borloo, ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, un ministère étoffé là encore. Il aura la main sur la stratégie économique, tandis qu'à Bercy, un autre ministre, Éric Woerth, sera en charge du budget et des comptes publics. La grosse sensation de ce gouvernement, c'est lui. Bernard Kouchner n'avait siégé qu'autour de table de gouvernement de gauche. Il se retrouve chef de la diplomatie de Nicolas Sarkozy et François Fillon. Michel Alliot-Marie aura toujours des uniformes sous ses ordres, mais plus les mêmes. Elle passe de la défense à l'intérieur, l'outre-mer et les collectivités territoriales. Là encore, la place Beauvau est en quelque sorte coupée en 2. Brice Hortefeux, l'ami de Nicolas Sarkozy, hérite du fameux ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Rachida Dati, porte-parole du candidat Sarkozy, va en devenir le garde des Sceaux. Un ministère sur mesure pour cette ancienne magistrate âgée de 41 ans. Hervé Morin, ministre de la Défense, lui symbolise l'ouverture vers l'UDF. Il était avant les élections un proche de François Bayrou. Resserré, féminisé, ouvert, voilà comment François Fillon décrit son gouvernement. Tout le monde parlait de l'ouverture depuis très longtemps, on l'a fait. Et on l'a fait avec un seul souci, c'est de faire venir toutes les bonnes volontés, de faire venir tous les hommes et les femmes qui ont envie que notre pays se porte mieux. Chacun est libre, chacun a ses convictions, on ne demande à personne de renoncer à ses convictions. Mais enfin, dans un pays comme le nôtre, sur la question de l'exclusion, sur la question des retraites, sur la question de la politique européenne, on doit bien pouvoir rassembler des hommes et des femmes qui viennent d'horizons politiques différents. Le gouvernement Fillon, ce sont aussi des têtes déjà connues ou expérimentées. Xavier Bertrand sera en charge du travail, des relations sociales et de la solidarité. Xavier Darcos devient ministre de l'Éducation nationale. Christine Lagarde sera la première femme ministre de l'Agriculture. Retour au gouvernement d'une proche de Nicolas Sarkozy, Roselyne Bachelot. Et là encore un nouveau ministère qui couple santé et sport. 3 femmes font leur entrée dans un gouvernement. Christine Albanel à la culture, elle sera aussi porte-parole. Valérie Pécresse à l'enseignement supérieur et à la recherche. Christine Boutin au logement et à la ville. Enfin, l'ouverture, 3 socialistes ou proches du PS, Éric Besson pour la prospective économique, Jean-Pierre Jouyet aux affaires européennes, Martin Hirsch, haut commissaire aux solidarités actives. 2 autres secrétaires d'État, Dominique Bussereau et Roger Carucci. Mais ce que l'on retiendra, c'est d'abord les 15 ministres, le 15 de France de Nicolas Sarkozy. La campagne législative dans son fief de la Sarthe, François Fillon mouille sa chemise mais reste Premier ministre. Pas de marathon rural, seulement un meeting ce soir. Alors que le candidat socialiste, Stéphane Le Foll, directeur de cabinet de François Hollande, a fait le tour des villages dans une circonscription où, rappelons-le, Nicolas Sarkozy n'a obtenu que 400 voix d'avance au second tour de la présidentielle sur Ségolène Royal. À Loué, Stéphane Grand, Samuel Guibou. Au théâtre ce soir à Loué, François Fillon en représentation solo dans Le Premier ministre en campagne sur ses terres. Vous savez que je n'ai jamais perdu de vue la Sarthe. Je ne vous ai jamais manqué, je ne vous ai jamais trahi, je ne vous ai jamais abandonné. Voilà pour le seul message d'affection. Car pour le reste, c'est bien le Premier ministre qui déroule le programme présidentiel. Comme si son élection pour lui ici ne faisait aucun doute. François Fillon veut apparaître comme celui qui s'est imposé un passage obligé par les urnes pour légitimer ensuite son action gouvernementale. Fort des bons sondages, il taquine volontiers ses adversaires socialistes. C'est important dans la démarche que nous avons entreprise. La gauche et la droite se sont trompées pendant 20 ans.
Mais il y a une différence entre la gauche et la droite. C'est que nous, on se rend compte qu'on s'est trompé. Et aujourd'hui, on vient vous proposer autre chose. Alors que la gauche, elle propose toujours les mêmes solutions et le retour au passé. Changement de décor, disons, beaucoup plus intimiste. Stéphane Le Foll et sa tournée des villages dans la Sarthe rurale. Une seule stratégie, passer de salle communale en réfectoire avec ses chaises posées de ci de là et parfois un potentiel électeur. À Longnes, dans mon village, oui. À moi, à Loué, dans le canton de Loué. Ben oui, je suis de Loué, moi. Directeur de cabinet de François Hollande, fin connaisseur de cette circonscription, il a flairé l'éventuelle bonne affaire. Car en cas de victoire, il priverait François Fillon de son bail à Matignon. Si on arrive à battre Fillon, il ne sera pas Premier ministre et ça sera un signe clair qui sera envoyé quand même à Nicolas Sarkozy au gouvernement. Et je suis potentiellement un gros grain de sable. Mais j'espère être un gros caillou. Car au soir du 6 mai, Nicolas Sarkozy avait 400 voix d'avance sur Ségolène Royal dans cette circonscription. Mais les législatives ne sont pas la présidentielle. Le nouveau gouvernement Fillon s'est donc réuni pour la première fois ce matin, au lendemain de la nomination des 32 ministres et secrétaires d'État. Tous les membres de la nouvelle équipe étaient à l'Élysée et pas seulement pour la photo de famille autour de Nicolas Sarkozy. Le gouvernement en a profité pour adopter le projet de loi sur le fameux paquet fiscal. Sandrine Rigaud. Pour la deuxième fois en quelques semaines, la traditionnelle photo du gouvernement. Mais la famille s'est élargie. 32 ministres et secrétaires d'État et une promesse non tenue, celle de la parité. 11 femmes seulement, mais pour elles, un traitement de faveur. La photo avec le président. Quelques heures plus tôt, dans la cour de l'Élysée, les photographes sont sur le qui-vive. Le quatuor des affaires étrangères fait une arrivée remarquée. Autour de Ramayad, la benjamine du gouvernement, 3 anciens socialistes. Un autre cliché à ne pas manquer, celui de l'improbable duo Christine Boutin-Fadela Amara. Il y a les habitués et les nouveaux venus comme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État à l'écologie. Après plus de 2 heures de réunion, les nouveaux ressortent visiblement émus. C'était un conseil des ministres sérieux, solennel, avec une charge de travail importante. Donc le président de la République a bien fait comprendre qu'il était important qu'on se mette au travail et qu'on soit à la hauteur de la confiance qu'il a placée en nous, en particulier en moi. Ça change des réunions de ni plus ni civil. Donc là c'est très large, mais c'est très intéressant et puis surtout c'est quand même là on prend conscience que j'ai pris une très grande responsabilité. En vrai. Un seul leitmotiv pour tout le monde au travail et déjà un projet de loi adopté, le paquet fiscal qui prévoit entre autres l'exonération des heures supplémentaires et des abattements sur les droits de succession. C'était l'une des promesses phares du candidat Sarkozy. Elle représente 11 milliards d'euros d'allègement d'impôts. Après la rupture, la fusion. Pendant 1 heure et 7 minutes, François Fillon s'est employé dans son discours de politique générale à faire passer pour siennes des réformes et des orientations politiques déjà tracées par Nicolas Sarkozy. Le Premier ministre a également revendiqué une entente idyllique avec le président de la République, voulant ainsi mettre fin aux critiques de ceux qui le renvoient à un rôle subalterne. Morceau choisi, réaction, Catherine Demanja, Laurent Sceaux. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Aujourd'hui, c'était son heure, 1h07 précisément, pour exister face à Nicolas Sarkozy. François Fillon avait promis d'éviter le catalogue, le copier-coller des promesses de campagne. Et pourtant, c'est bien une succession de réformes qu'il décline avec un impératif, réduire la dette. Nous maintiendrons le cap du désendettement et du retour à l'équilibre budgétaire. Nous ramènerons notre dette publique en deçà de 60% du produit intérieur brut. Et nous rétablirons une situation budgétaire à l'équilibre en 2012. François Fillon se pose en garant de la rupture sarkozienne. Même méthode, réformer tous azimuts avec une priorité, l'université. Le gouvernement y consacrera 5 milliards d'euros d'ici 2012. Autre mesure phare, la construction de 500 000 logements neufs par an, dont 120 000 logements sociaux. Éducation, logement, santé, pour financer les réformes, le Premier ministre compte sur une hausse de la croissance. Et au chapitre des institutions, il promet de donner à l'opposition un vrai statut au Parlement. L'ouverture n'est qu'une étape. Sous l'autorité du président de la République, je vous propose de poser les bases d'une démocratie mieux équilibrée et plus transparente.
Une démocratie au sein de laquelle le pouvoir exécutif agit avec clarté, dans l'unité du couple formé par le chef de l'État et le Premier ministre. Mais pour François Hollande, ce n'est pas un couple, mais un homme et un seul qui est à la manœuvre, Nicolas Sarkozy. Omniprésent, omnipotent, omniscient, le chef de l'État décide de tout, parle de tout, intervient sur tout, évoque tout. Et quand il ne le fait pas, ça peut lui arriver. Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas vous qui intervenez. C'est le secrétaire général de l'Élysée qui donne le calendrier. Sans surprise, les députés ont voté la confiance. La session extraordinaire est donc ouverte. Dès demain, l'Assemblée débattra du traité simplifié adopté au dernier sommet de Bruxelles. Au lendemain du soutien qu'elle a reçu du président de la République, le qualifiant de remarquable, François Fillon était en Corse aujourd'hui. Premier déplacement officiel du Premier ministre sur l'île. Et plus que ses déclarations sur le dialogue possible avec les nationalistes, c'est une déclaration économique qui a retenu l'attention. François Fillon n'a pas hésité à affirmer que la France est en situation de faillite financière. Explication de texte avec Alix Bouillaguet et Mathias Second. À la santé du gouvernement, François. Un toast à la santé du gouvernement. Pour François Fillon, cette visite en Corse commence bien. Tellement bien qu'il martèle ses objectifs, réformer et sortir du déficit. L'État ne peut pas tout, explique-t-il sans complexe à des agriculteurs. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça ne peut pas durer. On le disait, agacé d'avoir été traité de collaborateur par Nicolas Sarkozy. Visiblement, hier soir, dans son allocution télévisée, le président de la République a su trouver les mots de l'apaisement. Les relations entre le président de la République et le Premier ministre, je l'ai dit, elles sont bonnes par construction. Le Premier ministre, il est là pour mettre en œuvre la politique du président de la République. Et quand un Premier ministre n'est pas d'accord avec le président de la République, il s'en va. On a une telle identité de vue sur les réformes à faire, sur le projet politique qui est le nôtre, qu'on est interchangeable sur le plan des idées. Pour le reste, il est président de la République, moi je suis Premier ministre. Et ça, c'est pas interchangeable. Une confiance mutuelle, ouvertement affichée, même si dans le choix des mots, Nicolas Sarkozy et François Fillon ne parlent pas toujours à l'unisson. Un vocabulaire direct, c'est la méthode du Premier ministre. À ses yeux, il faut des images fortes pour que les messages passent. Impatient, déterminé à réformer, le style Fillon se dessine peu à peu. Bienvenue dans ce journal. Officiellement, c'est un ajournement. De fait, cela ressemble bien à un enterrement. Le gouvernement a donc décidé de renoncer à la taxe carbone. C'est François Fillon qui l'a annoncé aujourd'hui. Elle n'aura donc pas survécu à la défaite des régionales. Romain Messi, Sébastien Lafargue. L'ordre du jour. Officiellement, elle n'est pas enterrée. Mais la taxe carbone, c'est une certitude, n'entrera pas en vigueur le 1er juillet prochain. C'est ce que François Fillon a annoncé aujourd'hui aux députés. Les décisions que nous allons prendre en matière de développement durable doivent être mieux coordonnées avec l'ensemble des pays européens pour ne pas creuser le déficit de compétitivité avec notre voisin allemand. En clair, tout dépendra donc d'un accord à 27, hypothèse peu probable. La taxe carbone devait être pourtant un temps fort de la présidence Sarkozy. Après la signature du pacte écologique de Nicolas Hulot, après le Grenelle de l'environnement, Michel Rocard remettait l'été dernier ses propositions pour une taxe sur les émissions de CO2. Jean-Louis Borloo en faisait alors la promotion. L'idée générale, c'est que c'est bon pour le pouvoir d'achat des ménages. C'est ça qu'il faut retenir. Début septembre, Nicolas Sarkozy tranche. La taxe carbone entrera en vigueur dès le 1er janvier 2010. Ça fait trop d'années qu'on repousse à demain les décisions qu'il faut prendre maintenant. Quelques jours plus tard, face aux députés UMP, Nicolas Sarkozy évoque même un choix historique, comparable à l'abolition de la peine de mort. Mais à la veille du jour de l'an, coup de théâtre, le Conseil constitutionnel censure le projet de loi, retour à la case départ. Mais à droite, l'opposition à la taxe carbone est de plus en plus forte. Avant même les élections régionales, Nicolas Sarkozy envisage un changement de cap. La défaite enfonce le clou. Le gouvernement fait aujourd'hui marche arrière. La gauche crie au scandale.
Mesdames et messieurs les députés. D'avoir un président de la République qui n'a pas de parole, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Voilà, puisque c'est ça la seule nouvelle. Il l'avait promis, il s'y était engagé. À renoncer, il satisfait simplement une petite partie de son électorat. C'est pas une réforme, c'est l'abandon d'une réforme. Une décision qui fait des remous au sein même du gouvernement. Chantal Joanneau, secrétaire d'État à l'écologie, déclare ce soir « Je suis désespéré de ce recul, désespéré que ce soit l'écolo-scepticisme qui l'emporte. Je ne suis pas en phase avec cette décision ». Nicolas Sarkozy devrait s'en expliquer demain en Conseil des ministres.